Bonjour à toutes, mesdames, bienvenue sur ce nouveau webinaire qui vous est proposé par Roseup Association. Roseup est donc une association de patients qui accompagne, informe et défend les droits de tous les patients atteints de tout type de cancer. Et si vous êtes ici avec nous, c'est que vous avez adhéré à l'association et donc vous nous permettez de continuer toutes nos actions. Merci beaucoup à vous d'être là avec nous. Moi, je me présente, je suis donc Charlotte, je suis coordinatrice de Ma Maison Roseup et on est là au quotidien avec ma collègue Marina pour vous accompagner derrière l'écran. N'hésitez surtout pas à nous contacter, téléphone et mail, on est là pour ça. Aujourd'hui, on est avec Jocelyne Roland avec qui on va discuter de comment bien préparer et se remettre de la chimiothérapie. N'hésitez pas à utiliser votre onglet de discussion pour poser toutes vos questions. Je te laisse la parole, Oui. Jocelyne, et mesdames, je vous souhaite à tout un très bon webinaire. Merci Charlotte, bonjour à toutes. Je vais donc partager d'abord mon écran. Voilà, je pense que c'est fait, je pense que tout le monde voit bien. Et donc cette présentation vous sera mise à disposition dans votre espace. Oui, Comme ça, vous pourrez la regarder à nouveau parce que vous allez voir que dans mes présentations, j'écris toujours beaucoup de choses pour que vous puissiez relire tranquillement tout ce que je vous explique. Donc, comme d'habitude, mon rôle en tant que kiné, c'est de vous expliquer ce que l'on peut faire en kinésithérapie, alors que ce soit en séance ou avec les conseils donnés par le kinésithérapeute. Donc, l'idée, c'est pour mieux récupérer après la chimio. Et comme l'a dit Charlotte, ça serait aussi pour préparer la chimio, parce qu'en fait, alors c'est pas toujours le cas aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de chimios qui sont néoadjuvantes, donc avant la chirurgie. Et nous, c'est vrai que en tant que kiné, par exemple, dans le cancer du sein, on voit les patientes souvent au moment de la chirurgie. On les voit pas toujours au moment de la chimio. Mais si vous pouvez faire tout ce que je vais vous expliquer là pour préparer la chimio, eh bien, vous verrez que vous allez d'autant mieux récupérer. Alors, je vous ai listé à chaque fois, pour faire des petites têtes de chapitre, je vous ai listé à chaque fois les principaux effets secondaires de la chimio qui sont combattus par la kinésithérapie. Parce que, par exemple, je ne vais pas forcément vous parler des nausées, des vomissements, des choses comme ça, parce que là, quand vous avez ce genre de problème, il faut bien évidemment le dire à votre oncologue et euh, pensez bien à dire tout ce qui vous gêne. N'hésitez jamais à dire ce qui vous gêne, même si vous avez l'impression que c'est normal, hein, ça c'est important. Mais nous, on va se contenter, si je puis dire, des choses qui sont en rapport avec ce que fait le kinésithérapeute. Et la première chose qu'on va évoquer, c'est la fatigue, puisque vous savez que en chimiothérapie, vous êtes particulièrement fatigué. Donc ça, ce que je vais vous expliquer, ça va rentrer dans le contexte de la fatigue du cancer. C'est-à-dire qu'on sait que dans tout le cheminement, dans tout le parcours de soins, il y a de la fatigue majorée pendant la période de chimiothérapie. Alors, pourquoi et qu'est-ce que c'est que cette fatigue? Donc, c'est une sensation subjective d'épuisement physique, émotionnel ou cognitif en lien avec le cancer et ses traitements. Donc, la chimio, c'est vraiment le moment qui va augmenter cette fatigue, mais qui est déjà présente, puisque parfois elle est présente avant le diagnostic. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fatigue, elle est due à un afflux d'éléments dans votre corps qu'on appelle les cytokines. Et les cytokines, c'est quelque chose qui est complètement en lien avec l'inflammation. Et comme on sait que les traitements de la chimio enflamment les tissus, le corps, eh bien vous avez cet afflux de cytokines. Donc ce sont des espèces de messagers qui vont aller fatiguer vos muscles et fatiguer votre cerveau. Je schématise un petit peu si vous voulez, mais c'est pour que vous compreniez bien ce que c'est et puis comment on peut essayer de la gérer, cette fatigue. Les cytokines, on en a beaucoup parlé au moment du Covid. Vous voyez, il y avait le virus du Covid et ça entraînait de l'inflammation. Et de ce fait, il y avait des cytokines qui se libéraient dans le corps et qui organisaient et qui pérennisaient cette inflammation, hein. Donc, c'est
pas en rapport direct avec le cancer, mais c'est en rapport avec l'inflammation que cela procure et les traitements. Et ensuite, l'hormonothérapie, par exemple, eh bien, peut aussi et continuer à créer cette inflammation. Donc, cette inflammation, ces cytokines, ça va donner ce qu'on appelle du déconditionnement. En fait, c'est-à-dire que vous allez avoir vos muscles qui s'affaiblissent et puis ça va créer de l'asthénie. Donc, le déconditionnement, c'est physique, l'asthénie, c'est mental. Attention, hein, c'est pas dans la tête, c'est une vraie fatigue, hein, c'est important. C'est quelque chose qui est reconnu aujourd'hui, hein, on la connaît, cette fatigue. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand vous vous plaignez de fatigue, bon là, on parle aujourd'hui de la chimio. Donc, on sait que la chimio fatigue par un afflux de cytokines. Mais quand même, tout le long de votre parcours, les médecins doivent identifier tout ce qui pourrait entraîner une fatigue, on va dire, supplémentaire, comme de l'anémie, de l'aplasie. Vous savez que quand vous êtes en chimio, la chimio, ça va agir sur toutes les cellules qui sont en fort renouvellement, les cellules du sang également, et ça peut entraîner des anémies, une baisse des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes, ce qu'on appelle, au total, ça s'appelle l'aplasie. Tout ça, peut-être que vous le connaissez déjà, c'est une raison supplémentaire d'être fatigué, hein. Donc, vous voyez, le médecin va faire la part des choses. Qu'est-ce qui est de la part d'un élément que l'on peut combattre? Et si vous êtes en aplasie, il va vous donner des choses pour remonter votre formule sanguine. Et puis, la fatigue qui est indépendante de cette aplasie, par exemple, ou d'une infection, ou de réels troubles du sommeil qui vous empêchent de vous reposer, hein, tout ça, ça sera identifié. Eh bien, cette fatigue, c'est celle dont on parle en ce moment. Et cette fatigue, qui n'a pas de cause particulière à traiter, elle ne peut être traitée que par l'activité physique. Pourquoi? Parce que nos muscles sécrètent aussi des cytokines, mais on va dire des cytokines plus sympas qui vont combattre les cytokines qui créent de l'inflammation. Et même si ça vous paraît un peu quand même paradoxal, c'est-à-dire c'est contre l'évidence, vous êtes fatigué, vous avez qu'une envie, c'est de vous reposer, c'est-à-dire vous allonger, dormir. Par définition, cette fatigue n'est pas combattue par le repos. Par contre, si vous activez vos muscles, eh bien, vous allez faire sécréter en vous des produits qui vont lutter contre les cytokines pro-inflammatoires, inflammatoires, entre autres de la chimio et entre autres du cancer. Donc, même si c'est pas logique, il faut que vous bougiez. Et alors ça, c'est important pour préparer la chimio, il faudrait dire continuons à entretenir les muscles, à les activer, c'est marcher, monter les escaliers, faire toutes sortes de mouvements et d'activités physiques, c'est-à-dire surtout pas rester au lit. Voilà, en gros, c'est ça, hein. Et puis, quand vous êtes en chimio, eh bien, on va lutter contre l'atrophie des muscles, on va en reparler, parce que ce sont vos usines à production de produits anti-fatigue. Donc ça, c'est vraiment très très important de bien le concevoir. La fatigue est gérée par le mouvement, par l'activité physique. Et attention, une notion très importante, mesdames. Si vous en faites trop, trop vite, trop fort, parce que vous êtes encore dans cette colère du diagnostic, vous vous dites, mais je veux pas que mon corps diminue, donc j'y vais. Allez, je me force à faire beaucoup. Non, parce que si vous faites trop par rapport à votre entraînement, vous allez créer de l'inflammation dans vos tendons, dans vos articulations, dans vos muscles. Et cette inflammation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer des cytokines inflammatoires et majorer votre fatigue. D'où l'importance, quand vous faites vos efforts, d'y aller progressivement et de vous raisonner en disant, OK, il faut que je bouge, il faut que je m'entraîne, mais comme tout entraînement, il faut que ce soit progressif. Donc là, je vous ai réécrit. Donc là, je ne vais pas tout développer parce que je vous ai réécrit un petit peu à quoi est due cette fatigue. Donc ça, c'est à lire tranquillement parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc il y a des choses sur lesquelles je vais passer un peu plus rapidement. Puisqu'on parle d'inflammation, je vous ai mis ici des petits mots-clés en fait par rapport à à l'inflammation. Quand vous bougez, bien sûr que vous activez vos muscles, donc vous produisez ces fameux médicaments anti-inflammatoires.
parce que vous produisez des myokines, donc des bonnes cytokines bien sympas, voilà, qui vont aider à gérer votre inflammation. Mais n'oubliez jamais que l'inflammation, c'est quoi en fait? Vous savez, quand on se cogne quelque part, ça devient rouge, ça gonfle, c'est chaud. Et en fait, c'est de la stase. C'est-à-dire que toutes vos circulations veineuses et lymphatiques, elles stagnent. Et c'est ça l'inflammation. Et ça fait mal, et c'est chaud, et ça gonfle. Ça, vous pouvez l'avoir sans le voir. C'est-à-dire, ça peut être au niveau de vos articulations, de vos muscles, de vos tendons. Autrement dit, quand vous allez bouger, malgré l'inflammation, malgré la fatigue, ça va drainer aussi cette inflammation. Donc, il faut voir l'inflammation comme quelque chose de général à cause des cytokines, mais aussi comme quelque chose de local. Plus j'ai de l'inflammation dans une zone, une articulation, les cuisses, etc., à cause de la chimio, plus vous devez bouger parce que ça va drainer les produits qui ont créé de l'inflammation et ça va drainer le résultat des produits, c'est-à-dire l'inflammation. Donc, vous voyez, bouger, c'est vraiment quelque chose qui est bon à tout niveau, au niveau local, au niveau général. Activer nos muscles, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et on bouge avec nos muscles. C'est pas quelqu'un qui vous fait bouger, hein, c'est vous avec vos muscles. Donc, en progression pour ne pas créer une inflammation supplémentaire, ça je vous l'ai dit, mais c'est important. Il y a des alimentations qui sont anti-inflammatoires. Donc là, je vous laisse, je crois que je vous ai mis après des livres, je crois, je sais plus, je sais plus ce que je vous ai mis dans la présentation, mais vous trouverez sans problème des livres sur l'alimentation anti-inflammatoire. Ça peut. Alors oui, bien sûr, Aline, bien sûr, ça marche pour l'arthrose, parce que l'arthrose, ça agit aussi par poussée et ça crée des poussées inflammatoires. Et vous savez, Alice, souvent quand les gens disent qu'ils ont de l'arthrose, en fait, vous devriez plutôt changer de terme et dire inflammation. Parce que avant même que vous ayez une radio qui confirme que vous ayez de l'arthrose, vous avez mal souvent. Et vous avez mal à une articulation et vous dites c'est de l'arthrose. Mais non, peut-être que le cartilage, il est en bon état et qu'il y a de l'inflammation. Parce que, je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont des radios bourrées d'arthrose et qui n'ont pas mal. Et des gens qui ont mal alors qu'ils n'ont pas une goutte d'arthrose, parce que c'est de l'inflammation. Donc remplacez le mot arthrose par inflammation, et vous allez vous rendre compte que quand vous bougez, ça fait moins mal. Et aujourd'hui, on a complètement changé notre façon de gérer l'arthrose, et en fait, on fait bouger, alors qu'avant, on disait aux gens de ne pas trop en faire. Mais toujours pareil, il faut faire les choses progressivement pour pas surcharger un tissu et créer de l'inflammation. J'ai vu qu'il y avait une autre question qui était arrivée. Ah oui, mais tout le monde, et on peut avoir mal très jeune, on peut avoir mal à cause de traitements qui créent de l'inflammation, comme vous dans les périodes de chimio. Et justement, l'idée, c'est j'ai mal, j'arrête de bouger. Ça, c'est vraiment l'erreur fatale. Il faut bouger, bouger, bouger en progression. Et vous voyez, je l'ai écrit ici, entretenir ou récupérer l'état idéal des structures touchées. Ça veut dire que vous arrivez à la chimio avec peut-être déjà de l'inflammation dans certaines articulations. Et peut-être que déjà, vous aviez oublié un petit peu de bouger parce que pas le temps, parce que trop d'occupation, parce que plein de bonnes raisons en fait. Et il va falloir rebouger parce que ça sera le b.a.-ba pour drainer cette inflammation. Donc dites-vous bien ça. Et je vous ai mis ici le petit schéma que je mets souvent. Vous voulez souvent trop en faire. Et vous vous créez vous-même de la fatigue parce que vous vous créez vous-même de l'inflammation. Et il faut y aller petit à petit et vous verrez que ça sera beaucoup plus bénéfique d'y aller doucement. Alors, je vous ai réécrit ici pourquoi bouger des fatigues, les fameuses myokines. Et je vous ai mis un petit livre ici qui s'appelle Le syndrome du paresseux. Il va bientôt sortir en livre de poche, donc attendez un petit peu, guettez-le chez les libraires, parce que du coup, ça coûte moins cher en livre de poche, puis comme ça, on peut l'emmener partout. Et ça, c'est vraiment un livre que je vous conseille. J'en parle souvent de ce livre, parce que il est vraiment très instructif. Il vous dit que on est tous des paresseux et que personne n'a envie de bouger. Déjà, là, on comprend bien, et tout le monde préfère le canapé plutôt que de bouger. Seulement, on sait que bouger, c'est bon pour la santé. Donc, il vous explique aussi, parce que ce sont des chercheurs en neurosciences qui ont écrit ce bouquin, et il vous explique qu'il y a des façons de bouger
qui vont vous permettre d'avoir envie de bouger régulièrement, de bouger comme un nouveau mode de vie. Et vous allez voir que ce bouquin va beaucoup vous aider, surtout si vous êtes de celles qui préfèrent vraiment, vraiment beaucoup le canapé au basket. Donc, vous le lirez, vous m'en direz des nouvelles. C'est vraiment un bouquin hyper instructif qui vous donne plein de pistes pour bouger. Voilà, parce que c'est difficile de s'y mettre. Et bien sûr, principalement en période de chimio. Parce qu'en période de chimio, vous allez avoir des moments de fatigue. Mais dites-vous bien que dès que vous allez sortir de votre lit, vous allez vous faire du bien. Même si ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Alors justement, je vous ai mis ici quelque chose que j'ai lu dans un article écrit par Grégory Nino. Grégory Nino, c'est un chercheur aussi en activité physique et dans plein de domaines qui aident bien pendant les périodes de la maladie et des traitements. Et il vous explique en fait le processus de déconditionnement. Et ça commence comme ça, bah, ça commence tout simplement par l'idée que on est malade, on reste au lit. Mais ça, on nous l'a dit dès l'enfance. Tu vas pas à l'école, tu es malade, tu restes au lit. Et en fait, on a construit notre idée de la maladie par rapport au fait de rester au lit. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a de plus embêtant quand on est malade, c'est de rester au lit, d'arrêter de bouger, de ne plus faire circuler notre sang. Et c'est ça qui va entraîner une amplification de tous les symptômes. Donc, je vous ai résumé en fait son article. Peut-être que je pourrais l'envoyer aussi, Charlotte, cet article pour le mettre, parce qu'il est vraiment très intéressant à lire. Et vous avez tout le cheminement que malheureusement les gens empruntent et qui vont aggraver vos problèmes pendant la chimiothérapie. Et vous savez, je dis souvent, les gens, quand chez vous, bah, peut-être que votre famille, tout le monde dit, bah, reste au lit, t'es en chimio, je vais tout faire pour toi. Et en fait, ça, c'est pas vous rendre service. Quelqu'un qui veut vous rendre service, il doit vous dire, bon, effectivement, un jour ou deux après la chimio, peut-être pas le jour même de la chimio, mais le lendemain ou le surlendemain, ok, il y aura un moment où tu seras vraiment très fatigué, tu restes au lit. Mais après, on va mettre nos baskets et je vais t'emmener promener, je vais t'emmener faire une balade et on marchera à ton rythme à toi. Parce que on marche au rythme de la personne qui est en chimio. Parce que c'est ce rythme-là qui est possible aujourd'hui. C'est pas le rythme de la personne qui va bien. Mais la personne qui va bien, elle vous aide à sortir du lit pour aller vous promener. Et vous allez voir que quand vous allez rentrer, vous allez vous sentir mieux, à condition de ne pas avoir fait 2 heures de balade. On y va progressivement. Donc ça peut être 10 minutes. Si c'est que 10 minutes à marcher comme un escargot, eh ben c'est génial, c'est très bien, bravo. Et puis le lendemain, ça sera peut-être 15. Et puis comme ça, vous augmenterez. Donc ne soyez pas gênés, ne soyez pas embêtés si vous ne faites pas grand-chose. Vous faites et c'est l'essentiel. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ici ce cheminement. Et puis j'enverrai à Charlotte aussi cet article. Alors ça, c'était d'abord la fatigue. Mais vous allez voir que la fatigue, elle est complètement liée à cette deuxième chose qu'on appelle la sarcopénie. Alors encore une fois, vous savez que vous allez commencer la chimio, entraînez vos muscles. Vous êtes en chimio, entraînez vos muscles. Vous avez fini la chimio, continuez à entraîner nos muscles. Les muscles, nos muscles, et surtout à nous les femmes, il faudrait qu'on les entretienne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il y a plein d'événements dans nos vies qui font que on perd des muscles. Et les muscles, on vient de le voir par rapport à la fatigue, c'est déjà une usine à production d'anti-inflammatoires, d'anti-fatigue. Mais le muscle, c'est aussi tout un tas d'éléments qui vont nous maintenir en bonne condition physique. Si on n'a plus de muscles, eh bien petit à petit, on fait de moins en moins de choses. Eh bien là, on va essayer de s'entretenir pour éviter l'impact de la chimio sur les muscles. Alors, la chimio des muscles, l'ensemble du corps. Il y a des études qui ont montré qu'au niveau des membres inférieurs, les femmes allaient perdre 25% de la masse musculaire. D'ailleurs, vous allez le sentir sur vos gros muscles. D'abord, ils font mal. Le quadriceps, hein, le muscle de la cuisse, ça fait mal. Et puis, il va fondre. Il y a une douleur aussi au niveau du tendon d'Achille. Vous savez, le mollet. Et le tendon qui est un gros tendon. Ça fait mal. Donc, vos muscles, vous n'avez pas envie de les faire travailler. Et pourtant, il va falloir les faire travailler.
Qu'est-ce qui peut vous embêter aussi? Le cathéter de la chimio. Eh bien, il peut aussi gêner le bras du côté où il est placé. Mais si vous avez été opéré d'un cancer du sein, le bras, il peut aussi être un petit peu déficient parce que on vous a dit de pas trop le bouger. Vous savez pas trop ce que vous avez le droit de faire. Si vous avez été opéré au niveau de l'abdomen, eh bien, c'est votre sangle abdominale qui ne répond pas bien parce que le muscle, il a été opéré, donc forcément, il se passe quelque chose au niveau de sa réactivité et de sa force. Au niveau des membres supérieurs, des femmes qui sont en chimio, les études montrent qu'elles vont perdre à peu près 12 à 16% de la masse musculaire. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui va s'associer à la chimiothérapie qui démuscle. Donc, le cathéter, l'opération, est-ce que c'est une opération du sein? Est-ce que c'est une opération de l'abdomen? Et toute région du corps qui sera opérée va entraîner une diminution de l'activité des membres en rapport avec l'opération. Quand c'est l'abdomen qui est opéré, bah, c'est toute la sangle abdominale qui répond moins. Ensuite, si vous avez de la radiothérapie, eh bien, ça continue d'activer le processus de fatigue et d'affaiblissement. On appelle ça donc encore une fois du déconditionnement musculaire. Et tout ça, ça fait fondre les muscles. Alors, vous voyez, si vos muscles, ils n'étaient pas très costauds en arrivant au diagnostic, eh bien, c'est sûr qu'ils vont s'affaiblir encore plus. Et puis, l'hormonothérapie, comme le vieillissement, ça va démuscler en fait, parce que là, on est dans un processus de vieillissement prématuré. C'est pour ça que, encore une fois, toutes les femmes, et ce que je vous dis là, bien sûr, c'est par rapport à la chimio, mais c'est aussi par rapport au fait d'être une femme. On a plein d'épisodes qui font que nos muscles s'affaiblissent, en particulier avec le vieillissement et la perte des hormones. Et là, quand c'est quelque chose qu'on vous impose, eh bien, on peut lutter contre en travaillant les muscles. Donc, oui, ça fait beaucoup de choses hein, qui vont faire que les muscles vont fondre. En plus, les femmes font moins d'activité physique que les hommes. Ça, c'est prouvé dans toutes les études. Alors, comment savoir si vous souffrez de sarcopénie? Alors, Virginie nous dit, l'infirmière en chimio m'a dit de ne pas faire de sport le jour et le lendemain de la chimio. Qu'en pensez-vous? Alors, en fait, moi, j'aurais tendance d'abord à dire, c'est pas, on ne parle pas de sport, on parle d'activité physique. C'est-à-dire que peut-être que vous n'irez pas faire une compétition, vous n'irez pas faire quelque chose d'un peu intense, mais vous pouvez marcher. En fait, il faut respecter les moments où vous allez vraiment vous sentir à plat. Et souvent, c'est le lendemain de la chimio ou le surlendemain. Le jour même, rien ne vous empêche d'aller à la chimio à pied et de revenir à pied. Bien sûr, j'entends si c'est pas loin de chez vous, bien évidemment, hein. Il n'y a pas de contre-indication. Ensuite, quand vous allez récupérer, c'est-à-dire vous allez vous sentir un petit peu mieux, il faut en profiter pour sortir du lit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais je ne vois pas pourquoi ne pas faire de sport, et encore une fois, ça veut rien dire ne pas faire de sport. C'est lequel, hein. Par exemple, peut-être que vous n'irez pas à la piscine, même si vous êtes une grande nageuse, pour des problèmes de cathéter, comment dire, de risque d'introduction de germes parce qu'il y a eu la perfusion, par exemple, ou parce que votre formule sanguine est au plus bas. Et donc, votre immunité n'est pas très forte. Demandez pourquoi. De toute façon, je vais vous dire, mesdames, quand on vous dit quelque chose comme ça, demandez pourquoi. Toujours, 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 toujours. Alors, bien sûr que le périnée fait partie des muscles touchés. Bien sûr, tous les muscles vont être touchés par la chimio, hein. Cette sarcopénie de la chimio touche tous les muscles. Alors, tiens, ben, on va faire quelques petites choses pour le périnée. Alors, je regarde, il y a encore une question. Ah oui, pardon. Alors, là, je vous ai mis des choses. Par exemple, je vais vous dire, on est en train de faire le test de la sarcopénie. Le test de la sarcopénie, c'est le test assis debout. Vous allez mesurer avec votre téléphone 30 secondes. Ça, c'est le temps pour faire le test. Pendant 30 secondes, combien de fois vous vous levez et vous vous asseyez de votre chaise. Donc, mettez votre chaise contre un mur de façon à ce qu'elle ne bouge pas. Démarrez assise et on y va en 30 secondes. Vous montez, vous vous redressez et vous vous rasseyez.
Donc, bien sûr, le plus vite possible, le plus possible de répétitions. Mais vous le ferez, on va pas épiloguer sur le nombre de répétitions. Là, je vous ai mis, non, je ne vous l'ai pas mis en plus. Voilà, j'ai fait exprès. Parce que parfois, on met, il y a des tables avec les âges et tout. Alors ça, je vous défends, je vous interdis de regarder ces tables. Puisque si vous êtes en chimio, déjà, vous avez perdu un petit peu de muscle. Et vous êtes là pour essayer d'en récupérer. Et vous allez voir que vous allez les récupérer. Donc, l'idée, c'est pas de dire, oh là là, je suis pas dans les normes, etc. C'est de vous dire, aujourd'hui, on est le quoi? On est le 22 mai. Eh bien, j'ai tant de répétitions en 30 secondes. Là, je suis en train de vous dire comment savoir si la sarcopénie est présente. Bah, vous allez vous dire, oh, qu'est-ce que c'est dur de se lever autant de fois en 30 secondes. Moi, je pensais que j'aurais fait mieux. Bon, ça veut dire que vos muscles, ils sont déjà un peu affaiblis. Mais on va pas s'arrêter là. Et on va se dire, tous les jours, quand je me lève et je m'assois d'une chaise, je fais des squats. Et je fais deux, trois fois, deux, trois squats. Et puis, au lieu de me laisser tomber dans ma chaise, eh bien, j'y vais doucement. Donc, je me muscle. Et puis, dans 15 jours, vous refaites le test. Et si vous avez fait tous les jours cet entraînement de vous asseoir, de vous relever façon squat, un peu façon sumo, hein, si on vous regarde, demandez si vous ressemblez à un sumo. Vous voyez, vraiment le monsieur là qui se trouve sur ses cuisses très bas, avec les pieds très écartés, hein. Pensez à ça. Et puis, vous allez voir que vous allez augmenter votre nombre de répétitions. Donc, le test assis debout, c'est le test pour voir si vous êtes affaibli. Mais moi, je veux pas que vous fassiez un comparatif par rapport aux tables, parce que ça va pas vous mettre le moral, ça, de voir que vous avez perdu un état musculaire. Donc, on passe. Et on se dit, de toute façon, je vais m'entraîner, et la semaine prochaine, ça ira mieux. Et là, vous allez voir que ça va être le cas. Donc, notez sur une petite application, un petit papier, ce que vous voulez, combien vous avez fait de répétitions. Et vous allez voir que... Attendez 15 jours avant de le faire, hein. Vous faites-le juste avant la deuxième chimio, par exemple, vous voyez? Voilà. Et vous allez voir que ça va s'augmenter. Alors après, les médecins, ils ont des façons de mesurer la sarcopénie. Par exemple, si vous passez une ostéodensitométrie, ils vont mesurer la masse maigre. La masse maigre, c'est la masse des muscles. Ensuite, quand ils font des ostéodensitométries, parfois ils voient aussi la répartition de la graisse. Et par exemple, quand il y a de la sarcopénie, il y a plus de graisse au niveau viscéral, au niveau de l'abdomen. Et d'ailleurs, cette graisse au niveau de l'abdomen, elle s'appelle de l'obésité sarcopénique, hein. Et si jamais vous prenez du ventre avec les traitements, vous avez l'impression que vous prenez de la graisse, dites-vous bien que c'est à cause de la faiblesse de vos membres inférieurs. Si vous mangez pareil et que vous brûlez moins, vous allez stocker au niveau de l'abdomen. D'où la motivation peut-être pour faire vos exercices, comme je vous ai montré là, de faire des squats le plus souvent possible, mais aussi marcher, monter les escaliers et faire toutes sortes d'activités physiques. Ils ont aussi d'autres façons de faire pour mesurer votre sarcopénie. Avec une espèce de poignée comme ça qu'on appelle un dynamomètre, ils vont mesurer la force de préhension. Et notre force de préhension, elle est en rapport avec la sarcopénie. Mais ça, c'est réservé, c'est les médecins qui vont faire ça. Vous allez faire votre test et en fonction de ce test, vous allez vous entraîner à faire fonctionner vos muscles et vos gros muscles, en particulier des membres inférieurs. Alors, on va revenir au périnée. Le périmètre de marche. Vous allez noter combien de temps vous marchez ou quelle distance vous parcourez, ou bien vous faites un itinéraire habituel près de chez vous et vous mesurez en combien de temps vous l'avez fait aujourd'hui, puis dans 10 jours, dans 15 jours, etc. Les escaliers. Au bout de combien de marches vous n'avez plus de cuisses? Et puis, c'est pareil, c'est difficile, ok. Et ben, tous les jours, j'en fais un petit peu moins. C'est-à-dire que si je monte un étage et que j'en peux plus, au niveau essoufflement et au niveau cuisse, eh ben, je monte que la moitié, je redescends et je prends l'ascenseur pour continuer. Voyez? Et puis sur les escaliers mécaniques, montez un petit peu à pied, deux, trois marches, arrêtez-vous, laissez-vous porter, puis un, deux, trois marches, laissez-vous porter. Voyez? Essayez de faire un maximum d'efforts pour renforcer, pour faire travailler vos muscles. Ça sera utile par rapport à la fatigue et ça sera utile par rapport à vos muscles. Alors, au niveau de ces exercices, qu'est-ce qu'on fait pour que le périnée travaille aussi? Pour que le périnée travaille aussi, déjà, il faut savoir qu'il faut se grandir pendant l'effort. Quand vous marchez,
Imaginez que vous êtes sur une scène avec un public, grandissez-vous. Si vous marchez tassé, vous appuyez votre ventre, tout ce qui est au niveau de votre ventre sur votre périnée. Si vous vous grandissez, vous aidez tout ça à être allégé et à se contracter. Et puis quand vous marchez, vous allez respirer. Et respirer normalement. Mais quand vous soufflez, essayez de souffler en faisant de la buée. Et quand je souffle et que je fais de la buée et que je me grandis, j'essaye de sentir et je force un petit peu sur mon ventre pour le faire rentrer. Et normalement, là, vous devez sentir votre périnée qui remonte. Si c'est le cas, c'est bien, c'est que votre périnée est efficace. Si jamais vous ne sentez pas vraiment ce périnée qui remonte en vous grandissant et en soufflant, essayez d'y penser à votre périnée. Et comment je pense à serrer mon périnée? Eh bien, je pense soit à retenir un gaz, ce qu'on sait tous faire, hein, les hommes, les femmes, tout le monde sait faire ça, soit en imaginant qu'on arrête un jet d'urine. On le fait jamais en vrai, parce que c'est pas bon, c'est dangereux de garder de l'urine dans la vessie, mais par contre, on le fait en imaginant, je serre au niveau de l'urine, au niveau du vagin, au niveau de l'anus pour retenir un gaz. Et à force de le faire, vous allez voir que, alors toujours, hein, en vous grandissant, en soufflant, en rentrant le ventre, vous allez le sentir petit à petit un peu plus efficace. Et si jamais vous avez déjà des fuites urinaires, mais peut-être d'avant le diagnostic, hein, et si vous avez l'impression que quand vous êtes en train de marcher ou vous faites un effort, vous poussez sur votre périnée vers le bas, à ce moment-là, il vaut mieux voir un professionnel, un kiné, un médecin qui fait une prescription pour faire de la rééducation périnéale. Mais logiquement, si vous testez, je me grandis, je souffle, je rentre mon ventre, je le sens qui remonte, ce plancher pelvien, c'est bon. C'est plus la peine d'y penser. Par contre, dès que vous faites... Alors surtout, je dis ça aussi parce que quand on fait un effort, souvent, on voit les femmes qui bloquent la respiration. Bah là, je pousse sur mon périnée. Vous voyez, quand je bloque, je pousse vers le bas. Et en fait, il faudrait sortir l'air pour souffler et remonter les tissus. Ensuite, justement, pour voir le relâchement de l'abdomen, si vous avez eu des opérations au niveau de l'abdomen, faites un petit exercice, un petit test qui n'est pas forcément très sympa à faire parce qu'on se dit, ah oui, quand même, c'est la différence entre notre tour de taille quand on est couché. Et en particulier, quand on est couché sur le dos, on met nos pieds à plat en pliant nos genoux, on soulève nos fesses comme pour faire le pont, on souffle et là on mesure le tour de taille. Et puis on fait la même chose, la même mesure quand on est debout et on peut le faire debout un peu avachi et debout en soufflant et en se grandissant. Comme je viens de vous le dire, en soufflant bouche ouverte. Et là on aura trois mesures. La mesure couchée, la mesure debout avachi, la mesure debout en soufflant, en rentrant le ventre. Ben, vous allez vous rendre compte que les trois mesures sont très différentes. Et en particulier, la meilleure, c'est celle quand vous êtes couché, parce que quand vous êtes couché et que vous soufflez et que le bassin est relevé, vos organes sont remontés vers le diaphragme. Et c'est là où votre ventre est le plus plat. Et ça veut dire, si vous avez une grande différence entre cette position couchée sur le dos et la position debout, ça veut dire que quand vous êtes debout, vous ne tenez pas votre ventre. Et pourquoi vous ne le tenez pas? Parce que les muscles sont affaiblis aussi au niveau de l'abdomen, ou parce que vous avez eu une chirurgie de l'abdomen, ou parce que ça fait longtemps que vous faites vos efforts, même dans la vie quotidienne, en poussant sur votre ventre. Donc vous le déformez. Encore une fois, ça c'est valable pour... Faites-le avec vos amis, hein. Même si elles ne sont pas en chimio, vous allez leur apprendre des trucs, hein. Donc faites-le, parce que nous, les femmes, on a vraiment besoin de ce muscle au niveau de la sangle abdominale. Et donc, à chaque fois que je souffle en rentrant de ventre et en me grandissant, je resserre un muscle qui est en nous, qui s'appelle le transverse, et qui fait le tour de la taille, et qui est une véritable gaine pour tenir nos intestins. Et cette gaine, dans les différentes opérations et dans les chimios, elle est affaiblie. Et peut-être qu'elle est affaiblie depuis longtemps. Donc on y va, on la travaille. Et dorénavant, vous ne ferez plus jamais un effort, bah, même en faisant le test assis debout, ou en vous asseyant sur une chaise façon sumo, façon squat, ça sera toujours en soufflant, en rentrant le ventre, en soufflant bouche ouverte. Rappelez-vous, on souffle toujours dans l'effort, de façon à gainer le ventre. Tout ça, ça va vous donner de la force en fait. Et toute cette force, ça prévient la sarcopénie, ça aide à la récupérer, ça joue sur la fatigue et ça vous donne de la force pendant les chimios.
Donc tout ça, c'est important. Et ça, il faudra le continuer toute votre vie parce qu'en fait, le vieillissement affaiblit les muscles, hein. Et ça, on devrait le faire toute notre vie, même en commençant très jeune, parce que nos muscles, si on ne les entretient pas, ils s'affaiblissent. Ensuite, qu'est-ce qui vous montre aussi que vous avez perdu du muscle? L'aspect de votre peau. Plus votre peau est relâchée, plus ça veut dire que vous avez perdu du muscle parce que nos muscles tiennent la peau. Donc, il faut absolument travailler tous vos muscles, hein, tous vos muscles pour avoir une jolie peau. C'est pas, bien sûr, il faut hydrater sa peau, mais c'est le muscle qui tient la peau. Donc, c'est faire du muscle avec des haltères, avec des poids, tout en soufflant. Tout ça, ça va vous aider à avoir une plus jolie peau. Alors, je lis ce que écrit Anne. La chimio perturbe les intestins et donne souvent des gonflements du ventre et des flatulences, c'est sûr, ça c'est sûr. Comment faire quand les problèmes intestinaux sont difficiles à réguler, mais en revanche le ventre gonflé fatigue et même les abdos ne changent pas grand-chose. Alors, moi j'aurais tendance à vous dire, Anne, cette position que je viens de vous expliquer sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat, en soulevant le bassin, vous soulevez le bassin en soufflant, vous le reposez en inspirant. Ça va vous permettre de faire bouger votre intestin et vous pouvez même avec vos mains masser. C'est-à-dire que quand je soulève mes fesses en soufflant, avec mes mains, j'enfonce doucement mes mains et je remonte mes intestins vers le diaphragme. Et quand je relâche, je me laisse descendre tranquillement. Et à chaque fois que je remonte, je fais une sorte de massage qui remonte mes organes vers le diaphragme. Et ça vous permet aussi d'avoir une mobilisation de l'intestin. Donc, si vous avez été opéré à ce niveau-là, bon, allez-y doucement, attendez la cicatrisation, mais vous pouvez quand même le faire parce que ça peut limiter des adhérences, hein. Et de toute façon, c'est peut-être ce qu'on vous demandera de faire en complément de la kinésithérapie. Donc, vous pouvez faire ça, ça peut vous aider à gérer justement le problème abdominal. Et puis, demandez conseil à votre oncologue. Si vous avez la possibilité quand c'est possible, il y a des séances d'acupuncture qui gèrent bien les problèmes d'intestin, de flatulence, de douleur. Donc ça peut être une aide pendant les traitements. Et puis tout ce qui est travail de la respiration. Alors, on souffle en levant les fesses et on inspire en redescendant, puisque le mouvement le plus important, là, le plus d'effort, c'est quand je monte le bassin. Essayez toujours de vous dire quel est le moment le plus intéressant, le plus fort, le plus fatigant. Ben, c'est quand je monte. Et quand je relâche, j'inspire. Et vous avez raison de poser la question, Lauriane, parce que souvent, dans beaucoup de gyms, on vous fait inspirer, souffler, je me dégonfle. Ça sert à rien, ça. Si ce n'est juste se détendre, lâcher. Mais si je veux une respiration qui me muscle, qui me gaine, il faut que je souffle pendant l'effort. Comme je dis souvent, rappelez-vous, les joueurs de tennis qui tapent dans la balle en poussant un cri, ils soufflent dans l'effort et ça leur permet d'être plus forts. Moi, je veux que vous soyez plus forte. Ce qui n'empêche pas de se détendre, bien évidemment, hein. Ce qui n'empêche pas de temps en temps de pousser un gros soupir pour lâcher. Ça, c'est autre chose. Mais quand vous faites de la gym, pensez à souffler dans l'effort. Ensuite, dans les vêtements, toujours pour revenir à la sarcopénie, eh bien, vous allez vous rendre compte que vos cuisses flottent dans le pantalon, la peau des bras est plus irrégulière, plus atone. Quand vous mettez des manches courtes, ça se voit. Eh bien, dites-vous bien que plus vous allez renforcer vos muscles, plus vous allez agir sur votre peau, hein. Ça, c'est vraiment très, très important. Et juste une petite parenthèse ici, par rapport à la sarcopénie, pourquoi les oncologues n'aiment pas trop quand vous leur parlez de jeûne pendant la chimio? Parce qu'ils ont toujours peur que vous perdiez dans l'alimentation les protéines qui sont les aliments qui permettent de faire du muscle. Donc c'est pour ça que parfois, dès que vous dites est-ce qu'on peut faire un jeûne quelques jours pendant la chimio, parfois ils réagissent très vite. En fait, le jeûne, faites-le si vous en avez envie, du moment que vous entretenez vos muscles et du moment que vous avez quand même une alimentation avec des protéines. Sinon, vous allez perdre vos muscles encore plus, hein. Donc attention à ces techniques qui peuvent être bien parce que c'est mieux au niveau digestif, juste le temps de la chimio, d'avoir une alimentation allégée, on va dire, plus légère, moins grasse, moins de produits animaux, etc. Oui, mais ça ne doit pas être au détriment de vos muscles, hein. Donc attention à ça. Alors regardez, je vous ai mis un petit exercice ici en photo
tout simple. C'est à la fois des squats et à la fois du travail des bras avec des élastiques. Donc, vous voyez, j'ai mis des élastiques, des petites boucles élastiques au niveau de mes pieds. Je vais pouvoir tirer dessus avec mes bras. Je suis inclinée en avant, ce qui me fait travailler tous les muscles du dos. Et parce que je souffle, le travail du ventre en gainage. Si vous n'avez pas d'élastique, vous mettez un collant noué, ça fait une boucle. Et vous avez comme ça deux élastiques sans problème. Sinon, vous pouvez faire avec des haltères. Moi, là, j'ai pris des petites bouteilles de lait, vous voyez. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire chez soi à la maison. Et toujours, l'idée, c'est travailler l'ensemble du corps. L'alignement de la tête, ça, c'est pour pas se faire mal au cou, hein. Donc, ne creusez pas trop, mais ne baissez pas trop le menton. En progression, ça peut être très, très peu d'amplitude au départ et puis descendre le plus bas possible. Faites tout ça le plus lentement possible. Souvent, quand vous faites des exercices, c'est trop rapide, du coup, ça vous épuise tout de suite. Plus vous allez faire lentement, plus ça sera efficace. Et là, si vous vous trompez, à quel moment je plie les coudes, à quel moment je les étends par rapport aux genoux, on s'en fiche. Il faut que vous sentiez que ça travaille partout. Par contre, ce qui est important, c'est au niveau respiratoire. Je souffle quand j'ai l'impression que c'est plus difficile. Je fais tout lentement, hein. Vous pouvez même marquer des temps d'arrêt et puis vous en profitez pour inspirer dans le temps d'arrêt. Je souffle, je bouge, j'inspire quand j'arrête. Vous voyez, encore plus facile. La descente, la montée, tout est difficile de toute façon. Voilà. Et puis notez sur un petit carnet combien vous faites de mouvements chaque jour. Peut-être que vous en ferez trois et vous serez épuisé. Le jour, j'ai une patiente, elle me dit, mais dès que je lève les bras au troisième mouvement, j'en peux plus. C'est dur. Mais je dis, oui, vous avez perdu de l'endurance. Bah alors elle me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je lui dis, n'en faites pas trois, faites-en deux seulement. C'est tout bête, mais deux, ça vous paraît rien du tout. Mais si, c'est déjà très bien. Parce que c'est deux aujourd'hui, ça sera trois demain, et cinq et six et 10 la semaine prochaine. Donc, si vous sentez que un nombre d'exercices est trop difficile, faites moins. C'est ça l'entraînement. Un marathonien qui a jamais fait de marathon, il fait pas 42 kilomètres la première fois, hein. Il fait des petites courses, puis il fait un 10 kilomètres, puis il fait un semi-marathon. Bah, pensez à ça. Et vous allez voir que vous allez récupérer. Et tout ça, c'est pareil pour la marche, les escaliers, toutes sortes d'activités physiques. C'est toujours en progression. Alors, la prise de poids. La prise de poids, ça, c'est un rappel ici, mais la prise de poids, elle est d'autant plus présente que vous aurez perdu vos muscles. Pourquoi? Parce que quand vous perdez vos muscles, vous diminuez votre métabolisme, c'est-à-dire en fait votre façon de brûler des calories. Donc, plus vous allez récupérer des muscles, plus vous allez brûler. Alors, l'idéal, bien sûr, c'est de ne pas laisser la graisse s'installer, parce que c'est plus difficile après de la perdre. C'est vrai que pendant les chimiothérapies, vous avez souvent des traitements à base de cortisone pour juguler l'inflammation et que la cortisone va vous faire gonfler, hein, c'est de la rétention d'eau. Donc, pour gérer tout ça, refaire du muscle, bouger pour drainer la rétention d'eau et pour activer votre métabolisme. Et quand vous êtes en hormonothérapie après, souvent c'est parce que la prise de poids, elle a commencé à cause de la chimio et elle va s'aggraver à cause de l'hormono, hein. Mais tout ça, c'est en rapport avec la graisse abdominale et en rapport avec la fonte des muscles. Rappelez-vous, la graisse abdominale s'appelle l'obésité sarcopénique. C'est une obésité qui vient de la perte des muscles. Donc, ne dites pas, il y a une fatalité, de toute façon, j'y arriverai pas. Faites du muscle le plus fréquemment possible. Donc, se muscler et s'activer, activer la condition physique. C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué pour toutes les femmes de perdre du poids, mais en gérant d'un côté l'alimentation et en gérant l'activité physique, eh bien, vous allez très certainement, j'en suis sûre, réussir à trouver votre équilibre à ce niveau-là. Et c'est important puisque plus vous avez de la graisse au niveau abdominal, plus ça sécrète des cytokines, encore une fois, et plus vous avez de la graisse, plus vous risquez d'avoir de l'inflammation, donc des douleurs et de la fatigue. Donc, à gérer en vous faisant aider d'un nutritionniste, d'un diététicien, de programmes alimentaires raisonnables qui vont vous permettre de comprendre
parce que parfois vous vous dites vous mangez pas beaucoup, mais, euh, mais en même temps, vous mangez peut-être de façon désordonnée, c'est-à-dire pas ce qu'il faut au bon moment. Alors Stéphanie nous dit, je trouve décourageant de réussir à bouger tant de temps et que suite à chimio, je dois tout reprendre à zéro. Euh, on est bien d'accord, c'est la difficulté de la chimio, Stéphanie, c'est que vous avez du temps entre les séances de chimio et vous récupérez un petit peu et la chimio vous fait perdre. Alors, ce que je peux vous dire, donc j'ai pas forcément de conseils, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce que je voyais au niveau de mes patientes, c'est que si elles s'entraînent bien, elles maintiennent quand même un capital musculaire. Et même si la chimio diminue les capacités, au final, quand vous allez finir la chimio, vous aurez récupéré du capital musculaire. Et vous allez voir qu'après, ça va récupérer beaucoup plus vite. Donc, le temps de marche, alors est-ce que aussi, à quelle vitesse vous marchez? Est-ce que vous êtes capable de chanter, de parler? Si oui, euh, peut-être, alors si vous êtes capable de parler et de chanter, c'est que vous pourriez augmenter, mais n'augmentez pas puisque vous avez du mal à augmenter votre temps de marche a priori. Mais là, ce que je voulais plutôt pointer, c'est si vous n'êtes ni capable de chanter, ni capable de parler, là peut-être que vous marchez trop vite et que en fait ça vous fatigue et ça vous permet pas de récupérer. Donc, essayez de tester votre allure de marche au niveau cardiaque, en fait, hein, parce que le fait de marcher en chantant ou de marcher en parlant, ça teste votre capacité de votre cœur à faire les deux, parler, chanter, marcher, donc à faire les trois en l'occurrence. Et puis peut-être à ce moment-là, marcher avec des bâtons, parce que peut-être que la marche est trop difficile pour vous. Donc tout ça, ça dépend de votre âge, de vos antécédents, et puis du type de chimio que vous avez aussi. Parce qu'il y a des chimios qui sont plus fortes que d'autres. Et puis, est-ce que vous faites aussi des exercices, par exemple comme des squats, des choses comme ça? Parce qu'il n'y a pas que la marche non plus, hein. Il y a la marche, les escaliers, et puis aussi ce que vous faites au quotidien. Le vélo d'appartement, c'est parfait. C'est parfait, mais ça ne fera pas tout parce que ça ne va pas muscler vos membres supérieurs. Mais si vous avez quelque chose chez vous qui vous aide à faire de l'activité, et surtout en regardant la télé, en écoutant un podcast, en écoutant de la musique, pour que le temps ne vous paraisse pas trop long, parce que parfois, si on s'embête à faire du vélo d'appartement, ben, on n'en fait pas longtemps parce que c'est un peu ennuyeux. Ben, mettez-vous quelque chose qui vous motive et puis surtout faites-en en progression. Pas le premier jour, une demi-heure, bien évidemment. Mais oui, bien sûr. Le vélo, le rameur, si vous avez l'occasion, c'est très bien, bien sûr. Mais ça, c'est ce que tout le monde devrait faire. On devrait tous avoir des vélos d'appartement pour s'entretenir régulièrement, en fait, hein. Bon, c'est parfois un peu compliqué, mais c'est très bien. Bien sûr, c'est très bien. Alors voilà, je savais bien que je vous avais mis des bouquins. Alors, un pédalier, alors. euh, Un pédalier, moi j'aurais tendance à vous dire, tout dépend comment vous êtes installé. Quand dans les salles de fitness, il y a des vélos, et puis maintenant il y a des vélos, vous savez, où on est un peu assis, appuyé, avec les pieds devant pour pédaler. Euh, Moi, souvent, quand je vois les femmes installées comme ça, je me dis c'est un peu dommage parce que aucun travail du plancher pelvien, aucun travail du tronc, de gainage. Au contraire, elles sont complètement avachies. En plus, elles regardent leur téléphone. Moi, j'aime bien les positions pour faire du vélo où on va être redressé, grandi, on respire. Pourquoi pas on accroche une sangle élastique au vélo et on tire dessus pendant ce temps-là pour faire travailler nos bras. Le pédalier tout seul, je me méfie de votre installation. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Et souvent, c'est plutôt canapé, enfin, ou une chaise où on est un peu avachi. Donc, voilà, à vous de voir, mais pensez que plus vous allez faire une activité rentable, plus ça sera efficace pour vous. Rentable, ça veut dire je suis assise sur mon vélo, je pédale, je mets de la résistance. Pendant ce temps-là, je tire sur mon guidon avec un élastique. Et ben, je fais travailler aussi mes membres supérieurs. Comme je fais travailler mes membres supérieurs avec la respiration, je travaille mes lombaires, mon ventre, mes abdos. Donc c'est ça la rentabilité. Je perds pas mon temps. Le pédalier, je demande à voir. Alors, là, je vous ai mis des bouquins qui peuvent vous aider à
agir à la fois sur l'inflammation et aussi gérer votre foie parce que votre foie pendant les chimios, il est quand même surchargé. Donc ça, c'est... alors les titres, ils sont toujours un peu ronflants. Dites-vous bien que les éditeurs, ils vont chercher des choses pour attirer le public, hein. Voilà. Mais je vous ai mis des gens sérieux que je connais et qui sont sérieux. Réginald Dalouche, c'est très intéressant. Il va vous donner des choses pour vraiment travailler au niveau de votre foie. L'anti-inflammatoire, le docteur Serfati Lacronière, pareil, c'est quelqu'un de très sérieux. Les recettes anti-cancer, vous connaissez Maastis Agachian, peut-être de réputation. Elle fait beaucoup de webinaires, etc. Elle est au comité scientifique de ROSUP. C'est quelqu'un de très compétent. Et puis encore une fois, Réginald Dalouche avec le sucre cette fois. Donc ça, ce sont des bouquins qui vont vous apprendre des choses et qui vont vous donner des idées de ce qu'il faut manger. Et ça devrait vous aider déjà à avoir une alimentation plus équilibrée. Oui, sûrement, Lauriane, parce que en fait, Hépatodétox, encore une fois, c'est le titre de l'éditeur. Lui, ce qu'il va vous apprendre, c'est comment avoir une alimentation qui est bonne pour le foie, en règle générale. Donc, à partir du moment où le foie est touché, eh bien, il faut aussi le ménager et pas lui amener une alimentation qui va le surcharger. Voilà, c'est en parallèle des traitements que vous allez recevoir pour traiter votre foie. Donc voilà, regardez tout ça, regardez ces livres si vous ne les connaissez pas déjà. Ça peut être intéressant vraiment des coups de pouce qui sont sérieux et efficaces et pour vous aider à avoir une alimentation aussi la plus proche possible de la bonne santé. Je regarde la question. Alors, foie et anti-inflammatoire, c'est la même chose. Bah, de toute façon, vous savez, en fait, il y a beaucoup d'alimentations qui ont finalement les mêmes vertus. Là, lui, il va cibler le foie parce qu'il estime que le foie est à la base de beaucoup de choses. Mais forcément, si il gère le fonctionnement du foie, on est forcément dans de l'anti-inflammatoire. Et si on est dans de l'anti-inflammatoire et le foie, on est aussi dans ce qu'on appelle les recettes anti-cancer. Encore une fois, le titre, on ne s'arrête pas là, on n'aime pas ce genre de titre parce que c'est c'est l'alimentation bonne santé. Donc, c'est tous ces livres-là, ces quatre livres, c'est pareil par rapport au sucre, c'est l'alimentation bonne santé, hein, voilà. Et c'est comme le régime méditerranéen, c'est des régimes qui sont anti-inflammatoires, bonne santé, et avec des bonnes graisses, etc. Alors, normalement, à chaque fois dans ces livres, il y a des recettes. Parce qu'on sait très bien que les gens, quand ils achètent un livre, ils ont envie d'avoir des idées de menus, des idées de recettes, hein. Donc, et souvent, c'est des choses assez simples. Donc, c'est facile à mettre en œuvre. Et en fait, encore une fois, ben, tout le monde devrait se... alors, le sucre, encore plus, parce que il nous explique vraiment comment notre environnement aujourd'hui nous pousse à manger du sucre. Et on sait que le sucre, c'est pas bon. C'est pas bon pour personne, hein, parce qu'on en mange trop, en fait. C'est pas qu'il faut pas manger de sucre. C'est que les sucres industriels, c'est pas bon et qu'on est trop confronté depuis le plus jeune âge à une alimentation hyper sucrée, hein. Donc, c'est pas de dire le sucre provoque le cancer, j'arrête de manger du sucre. Non, c'est que le sucre, de toute façon, c'est un truc qui a été inventé pour la mauvaise santé. C'est pas bon. Voilà. Donc, il faudrait éviter de manger du sucre. Alors, les neuropathies. Donc, les neuropathies, ça, c'est vraiment quelque chose qui existe en rapport avec la chimiothérapie. Euh, je ne vais pas vous expliquer énormément de choses pour la neuropathie parce que je vous laisserai relire tout ça. Euh, En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans le cas où les produits de la chimio atteignent l'axone et la gaine de myéline. Donc, ça, c'est la structure du nerf. C'est qu'un nerf, il y a des cellules avec euh, enfin pour toutes les cellules nerveuses en fait, hein. Il y a un axone et tous les axones donnent un nerf quand ils se rejoignent. C'est une espèce de tuyau où est véhiculé l'influx nerveux. Et puis pour que ça passe bien, pour que ça soit isolé, il y a une gaine autour de myéline qui est vraiment le garant du bon fonctionnement du nerf. Et ça, c'est touché par la chimio. C'est pour ça qu'on vous dit, dès que vous sentez difficilement vos orteils, ils sont engourdis. Il y a parfois des fourmillements. Parfois, vous ne les sentez pas bien. Et puis, parfois, il y a des troubles de l'équilibre. Dites-le bien, signalez-le. Et souvent, les gens n'osent pas le signaler parce qu'ils ont peur qu'on arrête la chimio.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les oncologues, ils ont un peu de latitude à arrêter la chimio avant la dose complète, si jamais vous avez des neuropathies, puisque l'idée, c'est, en arrêtant la chimio, le nerf va se reconstruire. Mais plus on attend, plus on a de risques que le nerf ne se reconstruise pas. Et si jamais c'est la chimio qui est plus importante que vos nerfs, eh bien, ils continueront la chimio et puis la récupération, elle sera envisagée après. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la neuropathie? Il n'y a toujours pas de traitement de la neuropathie à proprement parler. Par contre, ce que l'on sait, c'est que il faut bouger absolument les zones qui sont touchées par la neuropathie parce que si on laisse s'enraidir ou les doigts ou les orteils à cause de la neuropathie, une fois que le nerf va récupérer, il va refonctionner mais sur des zones qui auront été enraidies, qui se seront démusclées. Et donc, c'est dommage. Donc, l'idée, c'est essayer de maintenir le plus possible des zones du corps en bon état, malgré la chimiothérapie et malgré la neuropathie. Alors, je vous ai mis ici des petites images pour vous faire comprendre qu'au niveau des membres supérieurs, il faut faire bouger nos bras, nos muscles, nos articulations. Et puis, pas que fermer les doigts. Souvent, les gens achètent des petites balles et puis ils malaxent des balles. Non, il faut aussi ouvrir. Et puis, tourner dans tous les sens. Et puis, bouger la nuque. C'est pour ça que je vous ai mis cette image de danse balinaise pour que si vous avez des neuropathies au niveau des mains, si vous commencez à sentir des engourdissements au niveau ou des fourmillements, faites bouger vos nerfs. Hein, quand je bouge avec mes bras qui vont dans tous les sens ici, dans toutes les torsions, les étirements, les allongements, etc., la nuque aussi, je fais fonctionner mes nerfs. Et donc, je diminue l'inflammation au niveau des nerfs et je diminue la stase. Puisque s'il y a neuropathie, c'est qu'il y a une agression, donc il y a de l'inflammation, encore une fois. Hein. Donc faites bouger tout ça, vous allez voir, ça devrait vous aider à moins ressentir les effets de la neuropathie. Et en parallèle, l'oncologue verra ce qu'il doit faire avec votre chimio. Pareil pour les hanches. Donc j'ai mis exprès ici parce que pour faire un petit rappel par rapport à de la danse, mais vous voyez, tous ces mouvements où on va dans tous les sens, on fait travailler en flexion, en extension, mais ça peut être dans n'importe quel gym, hein, bien sûr, hein, eh bien ça va vous permettre de faire fonctionner toutes vos articulations. Et au niveau des orteils, en particulier, pensez chez vous, marchez sur la pointe des pieds, marchez en arrière, accroupissez-vous, etc., etc. Et tout ça va vous permettre de faire bouger les articulations impactées par les neuropathies. Demandez-vous, par exemple, accroupissez-vous, par exemple. Si vous vous accroupissez en décollant vos talons, vous êtes en maximum de mouvement au niveau de vos orteils. Est-ce que ça, vous le faites tous les jours? Non, il y a des choses qu'on ne fait plus depuis longtemps. Bah, c'est dommage. Parce que du coup, nos orteils s'enraidissent. Mais comme d'autres régions du corps, mais principalement les orteils parce qu'ils sont dans les chaussures, un petit peu comprimés, etc. Donc, faites des choses pour vous assouplir, pour vous entretenir. Et quand vous avez des débuts de sensations de neuropathie, bah, faites encore plus. Il y a des traitements médicamenteux, mais c'est plus pour que vous soyez détendu. Hein, c'est pas pour traiter directement la neuropathie. Et puis, vous avez tous les soins de support, pensez-y, tout ce qui vous permet de mieux gérer cette sensation désagréable de neuropathie. Et puis aussi la réflexologie plantaire, parce que la réflexologie plantaire, ça va quand même toucher vos pieds. Donc, vous donnez plus de sensations au niveau des pieds, de mobilité, de drainage. Et tout ça peut vous aider aussi à avoir des neuropathies qui vont être moins désagréables en attendant que la cause soit gérée. Et là, je vous ai remis des automassages, donc la réflexologie plantaire, la réflexologie palmaire aussi qui existe, hein, et puis des petits exercices tout bêtes. Est-ce que vous... Oui, ça c'est important pour la sarcopénie aussi, je le dis souvent. Est-ce que tous les jours vous vous accroupissez comme ça? Est-ce que tous les jours vous vous mettez par terre et vous vous relevez? Mais ça, on devrait nous l'enseigner et le faire toute notre vie. En fait, on le fait quand on est gamin de se mettre par terre, parce qu'on joue par terre. Et puis après, on le refait quand on a des petits-enfants. Mais après, et avant d'être grand-mère et d'avoir des petits-enfants au sens vrai du terme, où parfois on se dit, bah tiens, j'ai drôlement perdu, je peux plus m'accroupir pour jouer par terre avec lui, et ben en fait, on devrait l'entretenir toute notre vie, cette mobilité-là, de se mettre par terre. Hein. Malheureusement, on ne le fait pas. Donc maintenant, c'est peut-être l'occasion
de retravailler tout ça pour récupérer de la chimio, mais pour récupérer aussi de la qualité de vie, en fait, hein. Les raideurs articulaires. Alors, je regarde là, il y a une question. Oui, bravo, il y a Ferial qui nous dit devant la machine à laver. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait une vidéo comme ça sur Facebook il y a quelques temps. C'était une femme qui faisait plein de squats dans toute sa maison. Alors, on la voyait qui ramassait le linge dans la chambre des ados, elle faisait des squats. Pour mettre dans la machine à laver par le hublot, elle faisait des squats. Pour vider le lave-vaisselle, elle faisait des squats. Et en fait, c'était génial parce que bien sûr, c'était un peu humoristique. Mais en fait, c'était ça l'idée, c'est il y a des tâches ménagères, malheureusement, ben, il faut le faire parce que personne ne le fait à votre place, ou alors il faut bien éduquer les gens à le faire à notre place. Mais en tout cas, tant qu'à faire, autant que je le fasse avec une activité gymnique. Comme ça me rendra service. Alors, les raideurs articulaires, ben, de toute façon, c'est encore une fois la même chose, hein, il faut bouger. Les raideurs articulaires pendant la chimiothérapie, c'est de l'inflammation dans vos articulations qui vous donne pas envie de bouger. En plus, vous êtes fatigué, donc vous allez plutôt vous recroqueviller en position de détente, en position de repos. Et puis, vous allez rester assise parce que vous n'avez pas envie de sortir, parce que vous êtes fatigué. Mais en fait, il faudrait faire tout le contraire. Encore une fois, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire parce que tout va vous empêcher de le faire, hein. Ah non, c'est pas une question bête, Brigitte. Alors le squat, alors je vais vous montrer, hein. Le squat, c'est ça, ici, je mets debout, là vous me voyez, et ben je vais m'accroupir comme ça, vous voyez. Donc j'ai mes pieds très écartés et je peux faire avec les bras et les jambes. Je plie et je tends. C'est ça les squats, hein. Donc il faut que vous écartiez beaucoup, beaucoup vos pieds. Ça, c'est vraiment très important. Parce que sinon, vous ne pourrez pas vous accroupir. En fait, le squat, c'est un accroupissement, les pieds très écartés et façon un peu athlétique. C'est ça les squats. Et on peut charger les bras, mais pas forcément tout de suite, hein. On peut déjà commencer. Et puis, on peut faire un tout petit squat en descendant très peu, remonter. Rien ne vous dit dans les squats de le faire absolument euh, euh, au maximum tout de suite, hein. Alors, en général, justement, parce qu'on écarte bien les pieds, on va pas lever les talons. Mais si vous levez les talons, moi, ça m'arrange. Vous faites travailler des muscles en plus, sauf que c'est encore plus difficile. Voilà. Donc, en fait, il y a plein de façons de faire les squats. Ce qu'il faut, c'est que vous allez sentir très vite hein, que c'est difficile. N'allez pas trop bas et puis mettez-vous près de la machine à laver, justement, pour pouvoir vous relever si jamais vous avez un petit peu de mal. Parce on descend, puis après, il faut se relever. Allez-y doucement, étape par étape, hein, c'est important. Donc, les raideurs articulaires, traitement, inflammation, manque de mouvement dans la journée, donc le fait d'être beaucoup assise, et puis par rapport au vieillissement. Déjà, peut-être qu'on était raide avant le diagnostic, hein. Vous voyez, tout ça, c'est important. Donc, il faut imaginer que nos articulations, elles ont besoin de se dégripper. Parce que quand on reste immobile souvent, elles sont comme grippées, rouillées. On dit on est rouillé. Donc déjà, il ne faut pas rester trop longtemps dans la même position. Exemple, un voyage en voiture. Quand vous sortez de la voiture, vous êtes toute raide. Oui, mais parce que vous êtes resté longtemps dans la même position. Voilà. Les bras en bas longtemps parce que je suis assise en train de bouquiner ou bien face à mon ordinateur. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait, Charlotte? On pendicule. On souffle en s'étirant. Ça s'appelle la pendiculation, ça. Voilà. Mais ça, on devrait le faire toutes les heures, au bureau, chez soi. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, Sophie, combien de temps par jour est-il recommandé de faire de l'activité physique dans notre cas sous chimio? Moi, j'aurais tendance à dire des petites choses comme ça. Par exemple, lever les bras en soufflant une fois toutes les heures. Mais même sans y penser, vous passez sous une porte chez vous, vous levez les bras. Je m'accroupis, je me mets au sol une fois par jour. Et puis je me relève. Et puis tous les jours, je sors faire une petite promenade. Donc c'est difficile de vous dire combien de temps. Moi, j'aurais tendance à vous dire, Sophie, en progression, voyez ce que vous pouvez faire pour démarrer et voyez comment vous pouvez augmenter régulièrement. Mais j'ai pas de temps à vous donner parce que si je vous dis 10 minutes, bah pour certaines, ça va pas être assez. Et si je vous dis une demi-heure, pour d'autres, ça va être beaucoup trop. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, prenez un petit carnet, notez tout ce que vous faites, et puis vous allez augmenter progressivement. Et en reprenant les exercices qui sont dans cette présentation, par exemple, eh bien, vous allez vous faire une espèce d'agenda d'activité physique, et vous allez noter ce que vous faites en nombre de répétitions, en durée.
etc., etc. Voilà. Et ça sera bien pour vous et chacune aura une progression différente. Donc, je vous ai remis ici plein de choses. Faire bouger vos articulations, ne restez pas trop longtemps dans la même position. Vous savez ce qu'on dit pour tout le monde aujourd'hui, hein. On dit que quand on est assis, quand on travaille assis, on devrait se lever toutes les heures. Bah, demandez-vous si vous vous levez toutes les heures. Et demandez-vous quand est-ce que vous levez vos bras complètement. Et regardez autour de vous, hein. Parce que ce qu'on dit là pour vous en chimio, c'est valable pour tout le monde. Les gens ne bougent pas assez. Voilà, donc je vous ai redit, faire des squats à toute occasion, se mettre au sol et se relever. Sous la douche, bah, on mobilise les épaules. Voyez, est-ce qu'on fait bien ça tous les jours de se frotter le dos comme ça? Alors, si on a mal, bah, on force pas, bien sûr, puis on se dit, bah, tiens, je vais peut-être faire des exercices ou voir un kiné parce que bah, j'arrive plus. Avant, je savais que je me frottais le dos, puis là, j'ai oublié depuis tant d'années, je le fais pas bien et puis je le fais en baissant la tête. Bah non, il faudrait le faire sans baisser la tête. Parce que si que je dois baisser la tête pour toucher mon dos, bah, c'est déjà que mes épaules sont raides. Alors, essayez de le faire sans bouger votre tête. Vous voyez, tout ça, c'est important. Et puis mettre ses chaussettes, ses chaussures sans s'asseoir, mais en restant sur un pied. Donc là, non seulement je vous fais bouger vos articulations, mais je vous fais travailler vos muscles et travailler votre équilibre. Alors attention, au départ, mettez-vous contre un mur hein, pour pas risquer de tomber. Et puis là, je vous ai mis des étirements tout bêtes. Quand je me relève de mon siège où je suis restée assise 2 heures, tiens, j'ai pas vu le temps passer. Est-ce que je peux me mettre complètement droite et pousser dans le mur en soufflant? Est-ce que je m'étire mes pectoraux tous les jours? Mais pas seulement parce qu'il y a eu une opération d'un cancer du sein, non. Tout le monde devrait étirer ses pectoraux. Alors oui, c'est peut-être plus raide d'un côté opéré, ou d'une hanche opérée, etc., etc. Donc tout ça, c'est entretenir nos articulations, nos muscles, comme on entretient nos dents parce qu'on se les brosse tous les jours. Et enfin, on termine par le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Ça, c'est quelque chose qui existe à la fois pendant les chimios, à la fois dans les ménopauses naturelles et à la fois dans les ménopauses provoquées par l'hormonothérapie. Donc, je vous ai mis plein de petites choses ici. Donc, ce qui est important, là, donc ça, c'est la définition. Ce qui est important, c'est ce que vous devez faire. Si vous sentez que vous avez de la sécheresse vaginale, des fuites urinaires, des cystites à répétition, des douleurs lors des rapports, tout ça, il faut en parler. Il faut en parler à votre médecin traitant, il faut en parler à votre oncologue, il faut en parler à votre pharmacien parce qu'il y a des produits qui existent en vente libre et qui ne sont pas des produits hormonaux. Donc, il n'y a pas de danger à les utiliser. Déjà, pour votre confort, ça sera déjà bien d'utiliser ces produits parce qu'on sait que la sécheresse vaginale, eh bien, ça peut gêner, par exemple, la pratique d'activité physique parce que c'est désagréable. Les fuites urinaires aussi. Donc, s'il y a des fuites, il faut consulter absolument un médecin. Il faut peut-être faire de la rééducation. Et si vous avez des cystites à répétition, méfiez-vous des traitements d'antibiotiques qui ne font qu'aggraver ce qu'on appelle le microbiote vaginal. Et ce microbiote, il faut le récupérer avec des probiotiques. Donc ça, c'est le médecin qui décide, mais c'est un médecin qui est un petit peu orienté sur ces problématiques. Donc de plus en plus, il y a des médecins gynécos qui s'orientent vers ces problématiques, mais voyez comment le médecin prend en considération ces problèmes-là. Et là, je vous ai mis un petit bouquin, aussi un livre de poche sur le microbiote vaginal qui est très intéressant à lire parce qu'on comprend que les cystites, c'est en rapport avec tous ces problèmes de syndrome génito-urinaire de la ménopause et que si on les soigne qu'avec des antibiotiques, ça ne peut pas régler le problème. Donc, je vous ai mis ici un lien sur le magazine Rose Up en ligne avec un article sur les crèmes pour la sécheresse vaginale. Ici, je vous ai mis à réécouter une enquête qui a été menée par les Sentinelles et avec le professeur Marès qui fait tout un topo sur les effets secondaires, donc euh, ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Très intéressant parce qu'il explique aussi des solutions. Et je vous ai mis aussi un livre qui est intéressant à lire si vous avez des problèmes sexuels. C'est Le cycle du désir par le docteur Damien Mascret, qui est sexologue et qui explique beaucoup de choses très intéressantes sur les problématiques de libido, etc. Très instructif. Donc ça, c'est des petits bouquins. Ça existe en livre de poche, tout ça, et ça peut vraiment vous aider à comprendre des choses et à chercher des spécialistes. En tout cas, c'est fréquent. Ne restez pas avec ça parce que c'est très handicapant pour la vie quotidienne.
pour la relation du couple et puis pour la pratique aussi d'activité physique. Mais déjà, commencez à en parler à votre pharmacien. Vous savez que de plus en plus, il y a des pharmaciens qui sont formés en oncologie et qui sont des spécialistes. Donc, cherchez une pharmacie où vous avez... Il y a un site, hein, je crois, qui est Oncopharma, je crois, où ils vous donnent aussi des noms enfin, des pharmacies où ils sont un peu spécialisés. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser, des choses qu'on n'aurait pas évoquées? Donc, tout Mais- ça, c'est... Oui, pardon. Non, C'est non. des choses à traiter quand vous êtes en chimio, des choses à faire quand vous savez que vous allez commencer une chimio, si vous avez du temps avant le début de la chimio, et puis surtout pour récupérer après, parce que on récupère après encore longtemps des muscles à condition de les entretenir. En fait, les muscles, on s'arrête jamais de les entretenir, par exemple, hein. Jamais, jamais. Ouais. Alors, je vous écoute si vous avez des questions. Alors oui, c'est important parce que en fait, nos muscles, ils ont besoin d'hydratation. Donc, de toute façon, boire de l'eau, c'est important à tout moment de la journée. Et pour récupérer, quand il y a des traitements qui sont toxiques, c'est important aussi. Et vous savez, j'en profite pour vous dire, il y a un site que j'aime bien. Alors, c'est pas, j'adore Rose Up, hein, mais c'est une autre association. Ça s'appelle Agir pour le cœur des femmes. Et ils font, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'ils font des infographies qui sont très sympas. Alors moi, j'en ai photocopié une, tellement photocopiée, je l'ai imprimée, tellement je l'ai trouvée sympa, cette infographie. Je vais vous la montrer parce que je l'ai dans mon sac à main, du coup. Et ils vous donnent plein de trucs. À chaque fois, il y a des dessins. Alors là, je vous montre comme ça, hein. C'est une bouteille d'eau. Tu la vois, Charlotte? Là, Ouais, ça va? très bien. Mm. Voilà. Et alors, c'est une bouteille d'eau et il y a marqué, donc il y a un verre au réveil, un verre avant le petit déjeuner, deux verres dans la matinée, un verre avant le déjeuner, deux verres dans l'après-midi, un avant le dîner et deux verres au coucher. Et je trouve, c'est tout bête, hein, comme comme infographie, c'est tout bête. Mais quand on a ça, eh ben on se dit, bah tiens, bah, j'ai pas bu mon verre d'eau au réveil. Mm. C'est bête parce que commencer la journée en nettoyant, voilà, la gourde graduée, c'est très bien aussi. Bravo. Donc, agir pour le cœur des femmes, c'est agir pour la santé des femmes. Il vous parle du stress, il vous parle de sédentarité, il vous parle d'activité physique. Ce site, il fait plein de petites infographies comme ça qu'on peut imprimer pour se mettre des petits pense-bêtes. Et c'est pas toujours par rapport à des choses à faire, hein, c'est aussi des choses on subit, comme le stress. Enfin, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, est-ce que vous avez... Oui, il faut boire, ça c'est Eh sûr. ouais. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, hein. Mais oui. Et parce que C'est souvent, on pas n'a pas évident. soif. Et dites-vous Mm. bien que plus les personnes vieillissent, moins elles ont soif, en fait. Et par exemple, la constipation, elle peut être gérée souvent par le simple fait de boire de l'eau régulièrement. Mm. Ben, merci pour tout, Voilà, en tout mesdames. cas. Tout le monde a l'air de nous dire que c'est tout beau, c'était très complet, simple et simple à comprendre. Donc ça, c'est Très important. bien. Donc merci beaucoup. Merci pour OK. tous les conseils. Donc je vais vous mettre la présentation de Jocelyne à disposition sur vos espaces personnels, hein. Dans la journée, vous Voilà. pourrez la retrouver Et facilement dans puis, je votre t'enverrai espace l'article documentaire. aussi. Oui, L'article de super. Grégory Nino parce que... Alors voilà, Ghislaine, elle a raison. Boire le soir, ça oblige à se lever la nuit. Donc si vous buvez pas le dernier verre du soir, c'est pas grave. Du moment que vous en avez bu dans la journée. En fait, vous pouvez tout Mm. à fait après vous gérer votre nombre de verres. Mais euh, je pense que voilà, si on a bien commencé le matin, on peut se passer du verre le soir, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, sûr. Voilà. C'est sûr. Bon, bah, merci beaucoup, Jocelyne. Merci à tous d'avoir été là. Et comme Jocelyne parlait de réflexologie tout à l'heure et que ça pouvait vous faire du bien, sachez que demain, on vous propose Ben de la voilà. réflexion. Très Si bien. vous êtes disponible, n'hésitez pas à regarder. Eh ben Passez une super. bonne fin de journée. Au revoir. Merci Charlotte, merci mesdames, À merci à vous. bientôt.